Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. En écoutant notre épisode sur la francophonie il y a 3 mois, vous avez pu entendre des expressions belges, un accent québécois, des nombres suisses ou encore une manière de parler spécifique à l'Afrique francophone. Mais même en restant en France, on peut entendre des façons de parler un peu différentes. À Paris, on met ses courses dans un sac, mais à Toulouse, on prend une poche, alors qu'à Nancy, il faut se munir d'un cornet. Et là, vous vous dites « Ok, mais si je reste dans une seule région, je suis tranquille ?» Pas du tout. Si vous allez à une soirée avec des ados ou des jeunes de moins de 20 ans, par exemple, ils vont peut-être utiliser des mots comme « ske », « kwakubé » ou « choc-bar ». Vous n'avez rien compris ? Moi non plus, parce que j'ai plus de 30 ans. Mais comme je n'en ai pas non plus 90, je ne mets pas de paletot de laine quand j'ai froid, et je ne me gausse pas des situations que je trouve drôles. Bref, vous l'avez compris, en France, tout le monde ne parle pas français de la même façon. Il y a des différences en fonction des régions, de l'âge, mais aussi du domaine professionnel et du niveau de langue qu'on utilise. Alors comment s'y retrouver ? On vous donne quelques pistes dans l'épisode d'aujourd'hui. j'ai jamais entendu ske et kwakubé. Et bien ça tombe bien parce que c'est bien évidemment l'objet de notre quiz. Ah mince. Et choc-bar, tu l'avais entendu? Bah c'est une... Je Je pense. connais pas. Tu mets le doute, j'en sais rien. Donc justement, comme on en est à s'interroger sur ces 3 mots que j'ai prononcés dans l'intro et dont j'ai dit que je ne les connaissais pas, je me suis quand même renseignée, donc je vais pouvoir vous poser la question. À votre avis, que peut bien vouloir dire ske, qui est une sorte d'expression ? C'est presque une question piège. Ske. Ske. Jamais entendu. J'ai eu vaguement l'idée que ça pourrait être qu'est-ce que? Ouais, non, c'est pas ça, non. Ça fait pas vachement malin quand même. Bah, les trois, hein, je trouve. Ouais. Ça me perturbe de pas l'avoir entendu. Donc, la réponse. Alors, je vous donne la réponse. En fait, ça veut rien dire, Super. mais ça veut rien dire. C'est utilisé un peu comme mot pour combler les vides enfin voilà, pour combler les trous dans une phrase, pour rythmer une phrase. Et en fait, ça vient d'un ensemble de chansons où c'est utilisé comme ça. Il y a par exemple une chanson qui s'est beaucoup diffusée en 2023 sur TikTok. Donc ouais, j'ai des mots qui sont parfois un peu vieux déjà, ils ont 3 ans. Du coup voilà, sur TikTok, il y a une tendance où l'objectif c'était de chanter une chanson où il y avait ske, et à chaque fois qu'on disait ske, on faisait un mouvement avec les genoux dans une chorégraphie. Voilà, c'est une mode, une trend, comme on dit TikTok. Et du coup, il y a pas mal de chansons qui reprennent ce ske, mais vraiment au milieu de mots, quoi. Donc, par exemple, là, j'ai des paroles. Alors, je connais pas la mélodie, donc je vais vous les dire et ce sera mieux pour tout le monde parce que je chante faux de toute façon. Mais donc, les paroles, c'est « On communique dans le ske. Trop de méchants, ils veulent nous ske. Moi, je sais pas comment faire ça, ske. » Voilà. En fait, on comprend pas ce que ça veut dire parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'apparemment, c'est vraiment... un peu comme Schtroumpf, vous voyez. Je sais pas si vous connaissez tous... Oui. Bon, Cécile et Raphaël, vous connaissez, mais je sais pas si nos auditeurs connaissent tous les Schtroumpfs. C'est une BD belge avec des petits personnages bleus adorables qui ont chacun leur particularité. Et en fait, tous, quand ils parlent, ils remplacent certains mots par le mot Schtroumpf. Et puis, il y a le verbe aussi schtroumpfer. Donc, viens demain chez moi, on va schtroumpfer, je te ferai un schtroumpf aux champignons. Enfin, voilà, vous voyez, ils remplacent des mots par schtroumpf. Et de la même façon, certains jeunes aujourd'hui remplacent des mots par ske, ou alors mettent ske au milieu de phrases, mais surtout dans des chansons. Voilà. D'accord. C'est terrible quand on se sent étranger avec sa propre langue. Ouais. C'est quand même particulier. Mais bon, c'est pas grave. Clair. C'est pas grave, non. Donc, ensuite, nous avons le fameux kwakubé. Donc ça, je l'avais déjà entendu, quand même. Mais, oui. Ah ouais ? À votre avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire kwakubé ? Ou bien dans quel contexte on va dire kwakubé ? Je sais pas la moindre idée. Vous savez pas ? Alors, je vous donne un indice, c'est un rapport avec le début du mot. Donc, kwakubé. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Genre, qu'est-ce que... Oui.
Alors non, c'est plus comme, par exemple, je sais pas si vous voyez, nous, quand on était enfant, parfois, quelqu'un disait quoi et tu lui répondais coiffeur. Ah, Ah, Donc c'est une sorte de oui, blague pour se moquer de la personne qui a dit quoi. oui. ouais. En fait, l'objectif de la blague qui utilise le mot Kwakubé, c'est de faire en sorte qu'une personne dise quoi, et après tu lui Ah dis oui. Kwakubé. Voilà. Alors en fait, c'est un influenceur qui s'appelle La Vache sur TikTok, hein, là aussi. Bah, il a voilà, popularisé le fait de marmonner une phrase incompréhensible, ce qui pousse l'interlocuteur à dire quoi, et toi tu lui dis Kwakubé. Voilà. Mais ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire, c'est une moquerie. Alors que coiffeur, au moins, ça veut Ah dire quelque oui, chose. Ok. oui. Enfin, Mais alors, apparemment, ça a une origine quand même où ça... Alors, ça, je sais pas si ça voulait dire quelque chose, mais d'après le journal Le Monde, ce serait un mot inventé, mais à partir d'une langue africaine, le baoulé, qui est une langue de Côte d'Ivoire, où là-bas, c'était déjà la mode de répondre kwaku à quelqu'un qui disait quoi. Voilà. Et donc là, l'influenceur, il aurait rajouté le B, kwaku B. ok. Voilà, et en fait, ce qui est drôle, c'est que là, c'est vraiment lié à l'âge des personnes, puisque, donc en 2023, 92% des plus de 65 ans n'avaient jamais entendu ça, alors qu'à l'inverse, 87% des 15-24 ans connaissaient ce mot. Voilà, donc on voit qu'on est entre les deux. Et il y avait un jeune sur 4 qui l'avait déjà utilisé pour piéger quelqu'un. Donc c'était vraiment la folie du Kwakubé, tu vois. T'avais un quart de la population jeune qui disait Kwakubé, Kwakubé, voilà, tout le temps. Et ça s'était même diffusé d'ailleurs dans la francophonie pour faire encore référence à l'épisode d'il y a 3 mois, puisque c'est allé jusqu'en Suisse et en Belgique, cette tendance du Kwakubé. Voilà. Et enfin, on va terminer peut-être par un mot un peu plus facile, enfin dont le sens est peut-être un peu plus facile à deviner, c'est choc-bar. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire choc-bar d'après vous? Choqué. Une barre au chocolat. Non. J'ai pensé. Ça donne l'impression que c'est barre de chocolat. Mais c'est choqué, hein. C'est C'est choqué. choqué. Tu Ouais. connaissais Ah, choqué. alors? Bah, je l'ai déjà entendu dans une série avec des jeunes. Ah, C'est pour ça, et c'est pour ok. ça que ça me perturbe, parce que je me tiens au courant un peu grâce à ça parfois. Oui, Mais du coup, Kwakubé, est-ce que j'avais jamais entendu. Mais choc-bar, je suis choc-bar, et je l'ai entendu du coup. d'accord. Voilà, donc là, c'est un mot qui veut dire choquer et qui est formé tout simplement en tronquant, donc en coupant le mot choquer pour garder le début, choc, et en mettant à la fin bar, qui est un suffixe, donc une fin de mot qu'on retrouve dans beaucoup d'autres mots d'argot. Donc, par exemple, clébard qui veut dire chien, on finit par bar. Bobard qui veut dire mensonge, ça finit par bar. Voilà, je vous en dis pas d'autres, il y en a d'autres qui sont un peu plus vulgaires, donc ça ne passe pas bien dans les podcasts. On sera censuré. L'algorithme va peut-être nous virer. Et ce sera la fin de French Baratin. Voilà. Bon, alors puisqu'on a vu que nous n'étions pas tous très au point sur les mots, en tout cas clairement. qui semblent être des mots de jeunes. En tout cas, les plus récents. Maintenant, tu vérifies si on est vieux. Non, j'ai réussi Ah. à être vieux. Ouais, vas-y. Non, non, ça j'avais pas prévu T'as pas quand de j'ai doute fini le quiz, mais Qu'on ait l'air un peu moins bête, quoi. mais tu sais ce que c'est un paletot de laine quand même. Oui, mais gosser, pour le coup, je ne savais pas. C'est rire, du coup? C'est rire, oui, oui. Ouais. Moi, je l'avais vu à l'écrit, quoi, dans des romans, Ouais, des voilà, romans, dans ouais, des, voilà. des textes anciens. Oui, j'ai dû le lire, effectivement, mais j'ai pas entendu, je crois, de personne l'utiliser. Voilà, et il semblerait que certains l'utilisent. Mais en plus, c'est un verbe pronominal, se gosser. Se Se gausser, gosser, voilà, oui. je me gausse de telle situation, c'est je ris. Mhm. Voilà, et puis du coup, pour vous, on peut vous expliquer qu'un paletot de laine. Alors pour moi, quand ma mamie me parlait d'un paletot de laine, je pensais que c'était un pull, et je crois que c'est ce qu'elle voulait dire, ou peut-être un gilet, mais j'ai vu sur internet que c'était plutôt une veste Ouais, en laine. ma grand-mère, elle tricote pour une association qui fait des dons de vêtements en laine aux femmes qui accouchent pour Oh. habiller, du coup, ses nouveaux enfants. Hmm. Et elle fait des petits paletots, justement, Oh, et c'est ça trop ressemble... mignon. Ah, c'est trop mignon. Et du coup, j'ai l'impression que ça ressemble à une veste un peu en cache-cœur. Mhm. Du coup, enfin, Oui. j'ai l'impression. Mais elle l'utilise pour dire un petit manteau à une petite veste. Mhm. Hmm. Bon, c'est quelque chose pour avoir chaud. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, donc, on va passer aux expériences. Et vous allez me dire si votre façon de parler le français vous paraît très standard
ou si vous utilisez certains mots ou expressions ou manières de parler que tous les Français ne connaissent pas. Voilà, ou si vous avez une manière de prononcer les mots peut-être qui peut être différente de la plupart des Français. Je vais donner la parole à Cécile. Ok. Bah, déjà sur les mots, je vais vous dire des mots que j'utilisais quand j'étais enfant en Normandie. Et vous allez me dire si vous les connaissez, du coup on verra si c'est spécifique ou pas. Est-ce que si je vous dis une foire à tout, vous savez ce que c'est? Pas du tout. Une foire à tout. Vu vos têtes, je pense que non. Non, on ne sait pas. Du coup, une foire à tout, c'est une braderie. Mmh. C'est le terme qu'on utilise en Normandie. En tout cas, dans ma ville et dans les villages aux alentours, on allait dans des foires à tout. Donc une braderie, c'est un endroit où en tant que personne, on peut vendre les vieux objets. C'est une foire à tout. On pouvait tout acheter, des vêtements, les objets de la maison, etc. Donc ça, c'est un terme que, en fait, j'ai découvert en quittant la Normandie, où j'ai compris que les gens ne comprenaient pas ce mot. Donc c'est marrant. Est-ce que vous savez ce que c'est un tancarville? Oui, mais pas pour l'avoir utilisé au quotidien, mais pour avoir fini par l'apprendre. Non, pareil, ouais. Donc c'est un étendoir. C'est ça. Tout à fait, un étendoir. Là où on étend les vêtements pour les faire sécher. Mais du coup, on appelle ça un tancarville en Normandie, notamment parce qu'en Normandie, il y a un grand pont qui ressemble à un étendoir et qui s'appelle le pont de Tancarville. Mais c'est vrai, hein, ça ressemble vraiment. Oui, mais vous faites sécher vos vêtements dessus ou pas? Un peu trop haut. Pas pratique au quotidien. Et une dernière expression, alors j'ai tendance à croire peut-être que les Québécois l'utilisaient aussi, mais ma nourrice disait toujours « à tantôt ». Ah oui. Alors pour moi, en fait, ça aussi, c'est un mot que j'ai entendu mes grands-parents prononcer. Ouais, peut-être plus d'ailleurs. Alors mon grand-père est du Nord, mais je pense à ma mamie qui n'est pas du Nord. Ah, peut-être que c'est plutôt générationnel que normand. Enfin, ça peut rejoindre. Parce que du coup, je suis allée revérifier en Normandie, mais peut-être que c'est commun à plusieurs. Et du coup, tu sais ce que ça veut dire? Ah bah pour moi, à tantôt. Mais alors, elle disait pas à tantôt, mais plutôt on fera ça tantôt. Donc ça veut dire plus tard dans la journée. Oui, plus tard, oui. Alors moi, j'ai l'impression que tantôt, c'était cet après-midi. Plus tard dans la journée ou cet après-midi, ça revient un peu au même en termes de timing, souvent. C'est pas faux. Mais je crois que les Québécois, pour tantôt, c'est un peu avant, j'ai l'impression. Si tu veux dire, c'est la fin de la matinée. Ah, je me demande si ça n'est pas aussi en Belgique qu'on utilise tantôt. Parce que maintenant, ça me revient, il y a des amis belges de mes parents chez qui je suis allé quelques fois quand j'étais petit, qui utilisaient tantôt. Beaucoup. Mais après, peut-être pas en mode à tantôt. Mais en tout cas, comme toi tu disais, Sybille, plutôt... Plutôt dans quelques temps, quoi. Enfin, un peu plus tard. Ouais, voilà. Mais enfin voilà, c'est les mots en tout cas que j'ai entendus, que j'utilise. Alors que j'utilise, enfin à tantôt je l'utilise pas du coup, parce que c'est vrai que je le vois plus comme quelque chose de générationnel. Mais une foire à tout, je l'utilise toujours. Et sinon, peut-être un problème entre guillemets que j'ai, c'est ma prononciation. C'est pas un problème. C'est un régionalisme. Non, c'est pas un problème, mais on me l'a fait remarquer que en fait j'ai tendance. Alors en plus ça marche dans les deux sens. C'est que les et, donc les e accent aigu, j'ai tendance à les prononcer « est ». Donc, par exemple, un carré, j'ai tendance à le dire « carré ». Et, par contre, le son « est », je vais avoir tendance à le prononcer « et ». Donc, par exemple, du « lait », je vais dire du « lait ». Et a priori, j'ai regardé un petit peu, apparemment, c'est assez normand. Alors, je tiens a priori ça de ma mère qui est du Nord, mais du coup, apparemment... c'est commun Normandie, et du coup beaucoup aussi au sud de la France, ce qui est assez étonnant. Et j'ai toujours cru que c'était pas forcément gênant au quotidien, parce que on sait de quoi on parle normalement. Oui. Et c'était il y a 3 semaines, j'ai une collègue prof de français comme moi qui me disait, enfin elle qui prononce bien et moi pas très bien. Et je lui disais mais c'est pas grave, en gros ça gêne pas. Et dans une formation, on nous a demandé d'écrire le plus de mots qui finissent par âge. Et donc c'était une compétition avec d'autres équipes. Et donc je lui dis le mot laitage. Elle écrit et là je vois qu'elle écrit bizarrement. Et moi j'ai pensé au mot laitage, les yaourts, enfin voilà. Sauf que j'ai dit laitage. Et elle a pas pensé.
Elle a Étage. pensé à l'apostrophe étage, l'étage d'un Étage, immeuble. l'étage d'un immeuble. Ah, moi aussi, pour le coup, L'étage. j'aurais dit je dis un laitage, pas un laitage. Ouais, mais c'est super dur à dire en plus. Mais du coup, elle a pas compris. Et je me suis dit, mince, c'est fou, on est deux Françaises qui se parlent et on s'est pas comprises. T'as vérifié? On doit dire laitage? Ouais, normalement, c'est super dur à dire. L'étage. J'ai jamais entendu quelqu'un dire l'étage. Moi, ça me paraît super bizarre. Bah, en tout cas, c'est la prononciation officielle. Bon, on est tous un peu normands du Nord. Exactement. Mais du coup, c'est assez marrant. C'est pas facile pour enseigner, du coup, la différence. Parce que, clairement, je suis pas très au clair. Mais voilà. Voilà pour moi. Et vous, alors, est-ce que vous êtes bizarre, des Français bizarres? Raphaël. Alors moi, d'après Sybille, je suis un Français très bizarre. Non. Parfois, j'utilise quelques germanismes ou régionalismes alsaciens, ça dépend, parce que donc du coup, ma famille du côté de mon père sont donc allemands, et du côté de ma mère, ils sont alsaciens, et donc il y a quelques expressions comme ça que j'ai héritées, on va dire, entre guillemets. Notamment, celle que je dis beaucoup, c'est comme dit, qui est quelque chose qu'on dit vraiment beaucoup dans l'est de la France, et surtout en Alsace, qui ne se dit pas. Enfin, qui se dit, mais qui ne se dit pas comme ça. C'est-à-dire qu'il manque, il faudrait dire comme a dit, ou comme vient de dire telle ou telle personne. Comme dit Sybille, nanana, voilà, je peux dire ça comme ça. Mais en Alsace, on va juste dire comme dit. On n'a pas besoin, on va enlever le fait que Sybille l'a dit, ou que Cécile l'a dit, ou que ça a été dit à tel moment. Ou que toi-même, non? C'est pas souvent pour répéter quelque chose que tu as dit, comme cela vient d'être dit. Ou que moi-même je l'ai dit, voilà, ou que moi-même je l'ai dit. On dit juste comme dit. Et en fait, ça vient de l'alsacien, évidemment, qui lui-même, du coup, vient aussi de l'allemand, où on dit wie gesagt, qui veut dire comme dit. Voilà. Et après, il y a un autre germanisme, plutôt c'est un germanisme, du coup, que je fais, c'est que je dis souvent toujours encore. Pour dire, en gros, une situation, quoi, qui est toujours encore. La situation, c'est toujours ça, encore, ça n'a pas changé. On combine toujours et encore pour bien... Moi, j'ai le sentiment de, du coup, bien insister. En allemand, d'ailleurs, on dirait immer noch. C'est plus fréquent de dire immer noch en allemand. Immer, donc toujours, et noch, encore. Mais en allemand aussi, on pourrait dire juste immer ou juste noch, d'ailleurs, je pense. Mais je pense que la signification ne serait pas tout à fait la même. Mais voilà, en tout cas, dans ma famille, en tout cas ma mère, je pense, a beaucoup dit toujours encore. Et je suis pas sûr pour ma famille alsacienne s'ils disent aussi toujours encore. En tout cas, c'est quelque chose que je dis beaucoup. C'est marrant, ça. Voilà, c'est un peu mes particularités de français. Mais comme dit, j'ai remarqué qu'en Alsace, ils le disent même quand personne n'a rien dit du tout. Oui, c'est devenu même... Oui, c'est ce que j'ai vu aussi, remarqué aussi, c'est que c'est aussi... c'est presque un peu comme du coup. Exactement. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est trop drôle. J'ai une ancienne collègue qui le disait à toutes les phrases, tu sais. Comme dit. Oui. Et j'ai mis du temps à comprendre. C'est là où on voit qu'un mot fonctionne bien pour combler. C'est que je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait un problème. Enfin, Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire comme dit? Et je l'ai pas encore dit. Tu n'es pas encore complètement acculturée. Non. Bon. Résiste, Cécile. Non, mais je trouve que c'est marrant. Et toi, Sybille, alors? Bah moi, je suis la personne pénible qui dit toujours à Raphaël, tu veux dire toujours ou encore? Ah oui, d'accord. Bah voilà, je me fais houspiller, moi. Mais c'est vrai que c'est pas pareil. Non. Ou alors elle a un petit sourire en coin quand je dis comme dit, quoi. C'est ça, donc en fait, moi, j'ai une sorte de prétention parisienne à parler le français correctement. Un peu snob. Parce que je suis née à Paris, que j'ai grandi en région parisienne, alors que les Parisiens aussi ont leur propre manière de parler. Par exemple, Raphaël m'en a fait remarquer une tout à l'heure. Il n'y a que à Paris et en région parisienne qu'on dit aller chez le grec pour dire aller manger un kebab. Parce qu'en fait, c'est pas grec le kebab, mais nous, on croit. Enfin, on assimile un peu les choses. Donc c'est vrai que moi, quand j'étais ado, après le lycée, ça nous arrivait avec mes amis le mercredi d'aller manger un grec. Bah oui. Et en fait, il se trouve qu'on mangeait un kebab.
Et dans le reste de la France, ils parlent de manger un kebab, plutôt. Voire un döner. C'est ce que j'allais dire. En Alsace, on dit un döner. Voilà, en Alsace, on dit döner. Voilà, exactement, parce que là aussi, en Allemagne, on dit döner. Donc là aussi, il y a l'influence allemande encore. Mais, à Rouen, on disait kebab. À Paris, on disait grec. Et à Strasbourg, on dit döner. Et à chaque fois, je me dis, c'est quoi cette nouvelle chose ? De toute façon, c'est pas bon en France. Il paraît qu'ils sont meilleurs en Allemagne, donc laissons tomber. Moi, j'étais ultra choquée en venant de... Enfin, ultra choquée. Voilà, j'ai été choc-barre quand je suis arrivé. On est jeunes. Ça y est, j'ai rajeuni de 20 ans. Oui, quand je suis venu d'Allemagne à Paris et que j'ai des potes qui m'ont dit on va manger un grec. Ok, pourquoi pas. Puis je suis arrivé dans un truc de kebab, je dis ok. Puis de toute façon, manger un grec, c'est hyper bizarre. Genre, tu vas manger le mec qui est grec. C'est vrai que c'est étonnant. Donc voilà, donc moi, en tant que Parisienne, j'ai le sentiment de parler un français relativement standard. Mais après, il y a d'autres choses qui affectent ma manière de parler. Par exemple, alors je l'ai déjà dit dans l'épisode sur est-ce que les Français sont mal polis ? Moi, je vous vois ma grand-mère, et ça, c'est assez rare, donc c'est un truc familial, social, voilà, qui fait qu'au lieu de tutoyer ma grand-mère, je la vous vois. Et puis après, il y a tous les mots qui ont un rapport avec notre domaine professionnel. Donc moi, je fais de la recherche en histoire et il y a quelques mots, c'est pas beaucoup de mots, mais quelques mots qui sont propres à ce domaine. Et je me souviens d'avoir passé ma soutenance de thèse en discutant avec les membres du jury, voilà, de façon qui me paraissait tout à fait fluide et normale. Et quand on est sorti de la soutenance de thèse, ma maman, je crois, m'a dit ouais, que c'était très bien, qu'elle avait tout bien suivi, mais quand même, est-ce que je pouvais lui expliquer ce que voulait dire le mot prosopographie ? Et, cool. Et là, je vois vos têtes. Enfin, la tête de Cécile, surtout, qui a l'air très surprise. La tête de Cécile est sans doute la même que faisait la maman de Sybille. Prosopographie. Prosopographie. Et pour moi, enfin, tu vois, je peux mettre ce mot dans une phrase, je vois pas le problème. Normal. Et en fait, bah oui, c'est un mot technique. En fait, la prosopographie, c'est tout simplement le fait de suivre l'évolution d'un groupe à travers l'histoire. Normal. Tout simplement. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a parfois le jargon du métier qui fait qu'on croit parler normalement, mais on utilise des mots que 99% des Français ne connaissent pas et n'emploient pas. Oui, complètement. Moi, je dis par exemple trad pour traduction. Voilà, c'est tout bête. Ouais. C'est des abréviations comme ça aussi. Il y a beaucoup ça dans les jargons. Oui. Avant d'aller plus loin, un petit rappel, nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon, vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. On a donc tous nos petites particularités, mais on arrive quand même à se comprendre et donc on va peut-être faire un zoom sur 3 grandes thématiques en lien avec cette idée qu'on ne parle pas tous exactement le même français. Donc pour commencer, Raphaël va nous parler un petit peu de l'argot, nous dire d'où ça vient. Voilà, je te donne la parole. L'argot, historiquement, c'est un peu le langage des pauvres, des bandits et des voleurs, des filous. C'était une sorte de jargon qu'ils inventaient pour ne pas être compréhensible des autres, en fait. L'un des premiers textes connus concernant un jargon de bandit, c'est un dossier judiciaire d'un procès de bandits à Dijon, en 1455. Donc à cette époque-là, on parlait de jargon. Et après, le terme argot est arrivé plus tard. Et donc l'argot, à la base, il a donc plusieurs fonctions, si on veut. Cette fonction d'être un peu cryptique, pour ne pas être compris des autres. Un rôle identitaire aussi, pour, voilà, on fait partie d'un groupe. Et puis le côté un peu ludique, on s'amuse un peu avec les mots, on invente des trucs un peu rigolos. Et puis voilà, donc après, il y a plein d'argots, de types d'argots différents, et l'argot évolue très rapidement. Dès qu'il y a un mot qui devient compris par tout le monde ou qui se démocratise, il est vite remplacé par des nouveaux mots qui sont plus cryptiques. Voilà, on l'a vu tout à l'heure justement avec le vocabulaire des jeunes, et je crois qu'on va en reparler un petit peu plus tard aussi. Les mots qu'utilisent les jeunes aujourd'hui sont complètement inaccessibles à nous, à moi, à personne. Et ça va très vite comme ça. Et voilà, donc c'est hyper vivant comme langue, si on veut. Donc, je vais vous parler vite fait de 2 exemples d'argot, puisqu'il y a différents types. Le louchébem, qui est l'argot inventé par les bouchers dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc là, le principe, c'est qu'on prend la consonne ou le groupe de consonnes du début du mot, on le met à la fin du mot, et on remplace cette consonne par un L.
Et ensuite, à la fin du mot, on rajoute un suffixe qui pourrait être, par exemple, M ou J ou OC ou S ou voilà. Et donc, par exemple, typiquement, louchébem, c'est le mot en louchébem pour boucher. Parce qu'on a enlevé le B, on a mis un L à la place, on a gardé ouché et on a mis bem à la fin, une terminaison bem. Donc, ça donne louchébem au lieu de boucher. C'est complexe. Et oui, c'est ultra complexe, en fait. Et il y a plein de mots, en fait, dans cet argot. Il y a des mots, en fait, qui sont quand même rentrés dans le langage courant. Par exemple, loufoque. C'est un mot argot. Ça veut dire fou, à la base. Et donc, on a inversé le fou et on a mis le L devant et on a ajouté oc derrière comme suffixe argotique, entre guillemets. Ah, c'est intéressant. Et loufoque, maintenant, c'est plutôt quelque chose d'assez étrange, plus que fou. Étrange, voilà. Donc maintenant, c'est devenu un peu... C'est cocasse, non ? Drôle, fou, mais drôle, cocasse. Ah quoi. oui. Fou Oui, et t'as drôle raison. à la fois. Et drôle et étrange en même temps, non ? Drôle un peu absurde. Voilà. Le louchébem est loufoque, finalement, un petit peu. Un peu, oui. Il y a le mot loose-dé aussi. Ouais, moi j'ai une anecdote sur le mot loose-dé. Bah vas-y, raconte. Parce qu'en loose-dé, ça veut dire discrètement, sans se faire prendre en général pour quelque chose qui est interdit. Je vais faire ça en loose-dé. Et donc, justement, dans ce contexte-là, moi, j'ai été prof pendant 1 an au lycée et j'avais des élèves qui parlaient... alors, à la fin de mon cours, je crois que ça concernait pas mon cours, mais ils parlaient du fait qu'ils allaient faire quelque chose en loose-dé. Et moi, je dis, ah bon ? Je réagis. Et ils disent, ah, mais vous avez compris, madame ? Vous connaissez loose-dé ? Et en fait, ils étaient persuadés que c'était un mot de jeunes qui venaient d'inventer, alors que c'est l'argot débouché du 19e siècle, quoi. Ça date d'il y a aussi longtemps ? Oui. Ça a commencé dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et voilà. Du coup, c'est quoi le mot initial ? De loose-dé, je pense, du coup, c'est en douce. En douce, ouais. Logiquement. Ah, loose-dé. On inverse ce et doux. Douce. Ok, ouais. On met le L à la place. Loose-dé. On met le E à la fin. Ouais. Loose-dé. J'aime bien. Oui, c'est rigolo. Et apparemment, c'est encore utilisé aujourd'hui chez les bouchers parisiens. Oui, parce que donc, pour préciser, ça vient vraiment de Paris, en fait, aussi. Voilà, et donc le deuxième type d'argot, qui lui est devenu très commun aujourd'hui, c'est le verlan. Donc là, le principe, c'est on inverse les syllabes, et parfois on retire certaines lettres si elles sont gênantes. Par exemple, le mot verlan lui-même, c'est le verlan de l'expression à l'envers. Donc on a enlevé A et l'apostrophe, on a pris envers, on a retourné... Enfin non, on a gardé le L d'ailleurs. Oui, on a juste viré le A, et donc ça nous donne verlan. Ouais. Et donc le verlan, lui, il existe depuis très longtemps. En fait, en soi, on a déjà des formes attestées au XIIe siècle. Ah ouais ? Ouais. Mais on ne sait juste pas s'il était utilisé vraiment dans le langage courant. Et par contre, il s'est répandu au cours du XIXe siècle dans le langage des prisonniers et tout ça, des forçats. Et dans les classes populaires, ensuite, les ouvriers, les artisans et la banlieue. Et à partir des années 70, il s'est vraiment développé dans les banlieues en particulier, parmi les populations d'origine immigrée, comme symbole aussi de rébellion un peu. Et ensuite, il a été diffusé par le mouvement hip-hop et le rap dans les années 90. Voilà, avec des groupes écoutés plus de manière large, en fait. Ça s'est un peu démocratisé de cette façon-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de mots de verlan qui sont connus et compris par une majorité de gens dans la société, quoi. Voilà. Après, en termes de connotation, le verlan, justement, peut avoir une connotation parfois, selon les mots, différente. Tu veux dire qu'il y a des mots qui sont plus utilisés par tout le monde et d'autres qui vont être même vus comme plus vulgaires, peut-être. Plus vulgaires, peut-être. Comme meuf. Voilà. Meuf, c'est une femme en verlan, mais c'est pas très joli. Ouais, mais on l'utilise un peu partout. Meuf, c'est familier, mais est-ce que c'est vulgaire ? Parce qu'on le dit beaucoup, meuf. Oui. C'est drôle parce que ça est devenu moins vulgaire, je crois. Pour moi, c'était vulgaire quand... Je sais pas, il y a encore... Oui, je dirais il y a 10 ans, en gros, pour moi, c'était vulgaire. Et puis après, j'ai entendu de plus en plus, par exemple, la petite sœur d'un ami l'utiliser de manière un peu cool en disant « Hey meuf, on va faire telle chose ensemble ». Donc là, c'était positif. C'était un peu un truc entre filles, on s'appelle meuf. Il y a un côté un peu badass derrière, je trouve. Voilà, maintenant, oui. Mais au début, pour moi, une meuf, c'était un peu négatif, ouais. Maintenant, je l'utilise. Avant, je l'utilisais pas. Parce qu'il y avait un côté rabaissant d'en dire meuf. Exactement, oui. Alors, je l'utilise pas, mais ça me choque moins, quoi. Mais ce qui est assez marrant, c'est de voir que les origines remontent à très loin. Oui, le principe, en fait. Ouais. Et pour autant, on n'imagine pas trop nos grands-parents... faire du verlan. Bah ouais. Parce que, et du coup, ils nous critiquent. Enfin, en tout cas, mes grands-parents ont tendance à relever dès lors que... je vais faire de l'argot, justement.
Parce que du coup, il y a ce côté un peu rebelle, générationnel rebelle, qui passe pas trop, et du coup, alors que ça datait d'avant eux, quoi. Du coup, c'est marrant. Enfin, il y a un côté... Oui. Bah, ça s'en va et ça revient aussi. c'est joli, ça. On va faire une petite chanson. Ça s'en va et ça revient. Alors, on vous met la référence musicale en description. C'est une chanson d'amour à la base, je crois. Mais moi, ce que je trouvais rigolo avec le verlan, alors 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que en fonction de notre génération, notre groupe d'âge, on n'a pas les mêmes mots. Et un des mots qu'on utilisait dans ma jeunesse, mais qu'on n'utilise plus maintenant, c'était comme as, pour dire comme ça. C'est vrai. Et donc, la deuxième chose que je trouve rigolote, c'est qu'il y a une dimension un peu régionale, peut-être aussi de la façon dont on fait le verlan. Parce que je me souviens d'avoir rencontré, pas chez moi, quelqu'un qui disait comac. Et du coup, voilà, il y avait un débat, est-ce qu'on dit comme as ou comme mac? Et ça semblait dépendre des quartiers, en tout cas, ou des villes. Ouais, c'est marrant. Oui, c'est ultra découpé, en fait. Hein. Ça peut vraiment être un coin de rue, j'ai l'impression, parfois. Ouais. Mais aussi, ce que je trouve marrant, c'est comment, pour le coup, c'est aussi en fonction parfois de classe d'âge très, très proche. C'est même pas une question de génération. On n'est même pas sur des tranches de trentaine d'années, on est sur des tranches de 3-4 ans, où des mots sont utilisés ou pas. Par exemple, moi, je suis de 84, ma génération, on va dire, on utilisait des mots comme relou, chelou, machin, mais pas chambé, par exemple, qui venaient peut-être plutôt des gens de 1980, tu vois. C'est plus vieux? Ah ouais, pour moi, chambé, c'est les moi, j'aurais vieux, dit plutôt des gens plus vieux, des gens de 45 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Chambé. Ah ouais? Maintenant, c'est c'est chambé. Ok. Et donc, chambé, ça veut dire... Enfin, déjà, c'est le verlan de méchant, mais ça n'a plus du tout ce sens-là, parce qu'on va dire c'est chambé pour dire c'est cool, c'est trop bien, c'est voilà, quelque chose dans ce genre-là, quoi. Mais toi, Cécile, t'avais pas l'air d'accord. Chez toi, tu pouvais dire chambé, c'est pas vieux. Je pensais que c'était même... Parce que moi, je suis de 91. Je pensais même que c'était après moi. Mais c'est peut-être revenu, du coup. Il y a peut-être... De toute façon, on dit que les modes reviennent. Hein. C'est moi, par exemple, quand j'étais au début du collège, en 6e, j'entendais les plus vieux qui parlaient déjà Jones, alors que nous, on parlait normalement, dire chambé. Mais après, j'ai jamais dit chambé. J'ai dit chelou, qui veut dire c'est bizarre, parce que c'est louche. Ouais. Comme Raphaël disait, relou, c'est lourd, c'est pénible. Mais pas chambé. Et ce truc d'inverser le sens aussi, au lieu de vouloir dire quelque chose de négatif comme méchant, c'est marrant. Ils ont inversé les syllabes, mais aussi le sens. Et je l'ai encore entendu récemment, parce que nous, du coup, aujourd'hui, dans les mots qu'on va avoir gardés, il n'y a pas comme as, mais par contre, il y a bien chelou et relou qu'on continue à employer entre nous, personnes du même âge. Et ceux qui ont maintenant 45 ans ou peut-être bientôt 50, on en entend parfois dire c'est chambé. Et ça fait rire parce que... Enfin, moi, ça me fait rire parce que je dirais pas c'est chambé. Je me dis, c'est un vieux jeune, quoi. Enfin, le gars, il croit qu'il est encore jeune. Alors que ça se trouve, les gens de 20 ans, ils pensent que nous, trentenaires, on est ridicule à dire chelou, quoi. Si tu crois que j'arrêterai de dire relou quand j'aurai 50 ans, tu te trompes un peu. Non, je vais rebondir sur ce que tu as expliqué sur l'argot pour parler un petit peu des parlers jeunes, on va dire, plutôt que la langue des jeunes, puisque c'est une sorte d'argot. Donc, je parle de parler jeunes parce que avant de commencer cet enregistrement, j'ai écouté un podcast qui est génial et qui malheureusement est fini, mais on peut toujours l'écouter. Ça s'appelle Parler comme jamais. Et c'est un podcast qui parle de langue française, de linguistique aussi, de recherche sur la langue. Et ils avaient justement consacré, alors en 2020, un épisode au parler jeune, à la manière de parler des jeunes. Et ils expliquent que justement, il ne faut pas parler d'une langue des jeunes parce que ce n'est pas du tout une langue à part entière. C'est des manières de parler. Et surtout, ce qui était très intéressant, ce qui ressortait le plus de cet épisode, c'est qu'on a beaucoup de clichés justement sur les jeunes parlent différemment. Ça peut être des clichés négatifs en disant les jeunes parlent mal, ils n'utilisent pas les bons mots, ils connaissent pas beaucoup de mots, ou alors ça peut être des clichés positifs en disant les jeunes sont très créatifs, ils inventent beaucoup de mots. Mais en réalité, c'est surtout que les pas jeunes comme les jeunes pensent que les jeunes inventent beaucoup de mots. Mais c'est pas tout à fait vrai, comme on a vu l'exemple avec mon élève qui croyait que loose day c'était nouveau. Les jeunes ont tendance à s'imaginer qu'ils inventent plus de mots qu'ils ne font réellement. En fait, ils reprennent souvent des vieux mots. Et puis en fait, surtout quand on regarde à l'échelle de tous les mots qu'ils prononcent. Donc rassurez-vous, si vous allez
en fait, discuter avec des jeunes Français, vous allez quand même très bien comprendre parce qu'en fait, voilà, à l'échelle de tous les mots qu'ils prononcent, les mots qui ne sont pas les mêmes que le reste de la population, ils sont pas nombreux. C'est quelques mots, quoi, qui sont là pour se reconnaître entre jeunes, en quelque sorte. Et souvent, ça va dépendre aussi, voilà, des régions, des quartiers, du niveau social. Donc, il y a vraiment différentes manières de parler quand on est jeune. Mais ça rejoint ce que Raphaël disait sur l'argot. Il y a effectivement un ensemble de mots ou de manières de parler aussi qui peuvent quand même distinguer des groupes de jeunes et dont c'est l'objectif justement de réussir à se parler sans que ce soit compris par d'autres, notamment par les adultes. Voilà, mais après on peut se demander d'où viennent les mots qui sont quand même assez originaux, qui peuvent parfois être plus utilisés par les jeunes, comme ceux qu'on a vus au début de l'épisode. Et c'est assez variable, hein, d'après les travaux, par exemple, de Laurence Rosier, qui est une professeure de linguistique française. Ces mots-là, ils circulent par bouche à oreille, mais aussi après, plus largement, par, comme disait Cécile tout à l'heure, par les séries à la télé, beaucoup par la musique. Beaucoup de rappeurs utilisent des nouveaux mots, les influenceurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, donc en fait, on a tout un ensemble de moyens de diffuser des nouveaux mots. Et puis il y a des mots aussi qui viennent des populations immigrées, de leur langue d'origine, enfin de l'arabe, des pays africains, etc., qui vont se mélanger dedans. Avec des mots français, oui. Et sinon, autre chose encore intéressante sur ce sujet, c'est le fait que les jeunes savent très bien s'adapter, en fait. Donc, parfois, dans les micro-trottoirs à la télé, qui vont justement porter sur le langage des jeunes, la langue des jeunes, ils vont exagérer un petit peu. Ils vont nous faire un condensé de tous les mots qu'ils utilisent que personne d'autre ne connaît. Et si, au contraire, ils sont en entretien d'embauche, où ils parlent à un adulte, moi, tout à l'heure, j'étais dans la rue, je promenais mon chat, il y a des jeunes qui sont venus me parler, ils m'ont parlé très poliment, avec que des mots de français que je pouvais comprendre. Voilà, donc en fait, on s'adapte. Ce que tu dis, Sybille, va faire une transition parfaite pour la suite. Il y a 3 niveaux de langage, des registres de langue, du coup, en français. On a le registre soutenu, le registre standard et le registre familier. Familier dans lequel on va intégrer tout ce qui est argot, et le parler jeune, en l'occurrence. Et en fait, naturellement, on sait exactement dans quelle situation parler quel français. Oui. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une aussi bonne compréhension avec tout le monde. C'est que je travaille aujourd'hui avec des jeunes qui ont une petite vingtaine d'années. Je sais comment je vais parler avec eux, je sais comment je parle aux personnes de ma génération et je sais comment je parle à mes parents et à mes grands-parents. Ça fait. Du coup, à chaque fois, j'adapte vraiment mon discours et je pense qu'on le fait tous naturellement. Ouais. Et du coup, c'est aussi toute la difficulté pour les personnes qui apprennent le français, donc les personnes notamment qui nous écoutent, c'est de savoir dans quel contexte utiliser quel niveau de langage. Et ça, c'est pas simple. Et ça me fait penser d'ailleurs avec mes étudiants, je leur dis ça, tu le dis là, mais tu le dis pas là. Et du coup, ça fait comme si on avait 3 dictionnaires quand on fait un peu son carnet de vocabulaire. Et du coup, à chaque fois, est-ce que c'est registre soutenu, standard ou familier Et d'ailleurs, on vous le met sur nos fiches de vocabulaire qui s'affichent dans vos applis de podcast. Vous voyez, quand on vous met la définition d'un mot qui est familier, on écrit familier en petit. Donc, ça veut bien dire que ces mots-là, c'est à utiliser que quand vous êtes dans un contexte avec des amis ou un contexte informel, en tout cas. Et je pense d'ailleurs que la plupart du temps, dans le podcast, on a plutôt tendance à avoir un registre standard, j'ai l'impression. Avec quelques mots familiers de temps en temps, quoi. Vachement. C'est comme on se destine aux apprenants de niveau B2 et plus. Ça vous permet d'expérimenter un petit peu tous les registres de langue. Et c'est vrai, en fonction, quand on parle, l'introduction est plutôt un chouïa soutenu. Les expériences, on est vraiment en standard. Une explication plutôt soutenue. Quand on interagit, plutôt familier. Enfin, il y a vraiment... Dans le quiz, par exemple, souvent, comme on réagit à chaud, à certaines choses, on n'a pas, on rigole et tout. Là, on va passer automatiquement, comme on est entre amis, dans un mode plus familier. On va dire, mais c'est ouf, ce que tu racontes. C'est ouf. C'est vrai. Je sais que quand on fait les fiches de vocabulaire, c'est le mot vachement qui revient beaucoup, par exemple. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Enfin, c'est toi qui les fais plus.
Rigolo, je sais pas si rigolo c'est familier. Un peu. Non, mais tu le dis beaucoup et rigolo, c'est C'est marrant parce que rigolo. c'est assez. Toi, tu dis beaucoup, marrant. ouais. tu le Mais vachement, c'est Cécile Oui, qui je dis le dit beaucoup, beaucoup, j'ai vachement. l'impression. Bah, la Normandie, Ouais. les vaches, quoi. Normal. Ah, bah ouais, faut pas déconner. Hein. Enfin, moi, je crois que quand je mets la définition du mot rigolo, je mets rigolo, familier, drôle. Alors que rigolo, pour moi, c'est assez. C'est désuet. Un peu désuet, un petit peu Ah has-been. oui. Ouais, je suis un peu has-been. Mais non, pas non. D'après le Larousse, c'est familier. Hein. C'est familier, voilà, parce que j'ai vérifié Ouais. avant de décréter que quelque chose Ouais. était familier dans les fiches de vocabulaire. Non, non, je me doute. Tu vas pas dire dans un entretien d'embauche, c'est rigolo. Ah, Tu c'est vas dire rigolo. c'est drôle, Tu vas dire c'est drôle. Tu vas pas dire c'est marrant non plus. Ah Parce non, surtout pas, que c'est marrant, c'est carrément vraiment plus. familier. Enfin, C'est vraiment tu peux, plus, ça dépend de l'ambiance. Je dirais, si tu sens que l'ambiance, elle commence à être détendue, tu peux dire, ah, c'est marrant. Ouais, quand le nom. Eh ben, ça fait encore une bonne transition Ouais. parce que on avait prévu du coup aussi d'aborder la notion de tuez-vous, Ouais. où on a quand même tendance, bon, le tu, c'est les personnes qu'on connaît, donc nos amis, la famille, les enfants. D'ailleurs, c'est pas forcément Les jeunes, un enfant ouais. qu'on connaît, mais oui, les jeunes en général. Jusqu'à un certain âge. Oui, c'est ça. Qu'on évalue au pif. Oui, le couple aussi. Mm. Enfin voilà, Mm. tout ça, ça va être tu, et les personnes qu'on connaît pas, ça va être donc les commerçants par exemple, ou un inconnu dans la rue, ou au travail, on va beaucoup dire c'est vous. Sauf que ça dépend en fait énormément des entreprises. Mm. Et là, on parlait, est-ce qu'on peut dire c'est rigolo ou c'est marrant en entretien d'embauche? Alors, je crois que j'ai une tendance à pas être très soutenue vraiment dans ma vie, mais je pense que j'ai déjà dit en entretien d'embauche. Alors, rigolo, c'est un mot que j'utilise pas, mais marrant, je suis sûre que j'ai déjà utilisé. Ouais, d'accord. Mm. Et selon la structure dans laquelle on va travailler, enfin en entretien d'embauche, en fait, si c'est un environnement très jeune, en fait, naturellement, on va se mettre en mimétisme Mm. et on va adopter le langage. Mhm. Même si effectivement on est dans un contexte plus formel, c'est un entretien d'embauche. Mais même en entretien d'embauche, moi je sais qu'on m'a souvent m'a dit tout de suite de tutoyer. Ah oui, Mm. avant. Ah oui. Ouais, ouais, Ah ouais. j'ai plusieurs fois tutoyé en entretien d'embauche. Choc barre. T'es choc barre. Je barre. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on voit énormément de guides justement pour connaître les codes dans le monde du travail en Mm. France. Mm. Et en fait, il y a une vraie diversité en fonction des structures. Il y en a qui vous voient absolument, d'autres qui tutoient tout de suite. Mm. Ouais, les choses évoluent énormément Ouais. et très vite aussi. Ouais. Il y a Oui. vraiment cette tendance aujourd'hui aussi au tu de s'imposer, même de manière générale, pas qu'en entreprise, aux gens de se tutoyer très vite. Mm. Oui, nous, on est avec nos voisins, par exemple. Mais là, récemment, je suis allée manger des tartes flambées à Strasbourg et la serveuse m'a tutoyée. Ah ouais? Et ça, c'est assez rare quand même. Oui, oui, ça arrive de plus en plus, en plus. Ça arrive de plus en plus. Je crois que ça m'est arrivé du coup 2 fois cette année et Ouais, j'étais ouais. étonnée et du coup... Ouais, ouais. Mais ça dépend vachement des contextes et des endroits. Oui, hein. oui. Bah là, c'était bonne franquette. Tu sentais qu'elle mettait cette atmosphère... Mm. Et Mm. mais du coup, c'est perturbant parce que autant Mhm. j'ai une grande facilité à tutoyer, autant c'est vrai, bah je la connaissais pas. Du coup, C'est ça, ouais. et en même temps, il y a un côté bon, bah ok, on se lance, mais ça fait bizarre un petit peu au début. Mais il y a une expression en français pour se plaindre, entre guillemets, d'avoir été traité de manière trop familière par quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est on n'a pas gardé les cochons ensemble. C'est vrai. Moi, je pense que j'aurais un peu pensé on n'a pas gardé les cochons ensemble. Parce que si vous gardez des cochons ensemble, vous dites tu. La France paysanne et toutes ces belles expressions agricoles. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai le problème avec mes élèves aussi parce que je donne des cours. Et alors, quand c'est des cours collectifs, je me pose pas la question, je les vous vois, ça met une forme de distance. Enfin, de distance, pas dans un sens négatif, mais ça Oui, impose un peu la figure du prof, je crois. Et par contre, quand je donne des cours particuliers, à l'inverse, je les tutoie parce que c'est des élèves que je vais voir toute l'année. Et pour moi, c'est bizarre de les vouvoyer quand ils sont tout seuls face à moi, qu'on va vraiment nouer une relation un peu approfondie. Mais du coup, je sais jamais trop quoi faire d'eux, entre guillemets. Donc, je leur dis toujours au début de l'année, tu peux me tutoyer ou me vouvoyer, c'est comme tu veux, comme tu es le plus à l'aise. Et effectivement, c'est drôle parce qu'il y en a qui vont être très à l'aise avec le tutoiement, d'autres qui vont pas y arriver. Mais donc, je me dis, c'est un peu facile de ma part de faire reposer le choix sur eux, parce que je vois qu'il y en a que ça met un tout petit peu mal à l'aise, parce que du coup, ils se disent, ah zut, elle veut peut-être que je la tutoie, mais j'arrive pas, donc ils finissent par rebasculer dans le vous. Alors que pour d'autres, ça les met vraiment plus à l'aise. Donc, c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est marrant parce que moi, que ce soit en particulier ou en collectif, je tutoie. Tu tutoies, oui. Et c'est là où ça me chagrine un petit peu, c'est qu'on attribue le vous à la politesse.
Mais du coup, c'est pas parce que je tutoie que je ne respecte pas mes Non, bien élèves. sûr. Je suis d'accord. On peut complètement dédaigner une personne tout en Oui. vous Oui. voyant et avoir le plus grand respect en la tutoyant. Ouais. Donc, Oui. c'est de la pure forme, en fait. Oui. Mais c'est un code social. Ouais. Alors, pour conclure, je vais vous demander quels sont vos rêves, quelle façon de parler le français vous aimeriez entendre plus. Raphaël? C'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire justement sur les différents niveaux de langage. J'aime bien les ambiances informelles, donc le côté utiliser parfois des mots de verlan, un peu argotiques et tout. Moi, je trouve ça rigolo. Moi, c'est aussi par le côté marrant, en fait, ludique de la langue qui font que j'aime bien ces mots-là. Mais après, évidemment, aller dans une conférence sur un sujet intellectuel, cette langue-là n'a pas forcément de la place à cet endroit-là. Donc, puis on va utiliser des termes plus ou moins techniques sur un sujet. Donc, je sais pas si j'ai forcément une préférence ou une envie d'entendre un mode de français plus ou moins. En tout cas, ce qui est certain, on parlait au début des régionalismes aussi, des choses comme ça. Moi, je trouve que vraiment, enfin, pour moi, je trouve que c'est important qu'ils continuent d'exister, quoi. Les comme dit et les et les et. Moi, je trouve que ça fait la richesse de la langue aussi. Enfin, les différents mots, dire pain au chocolat plutôt dans la moitié nord de la France et chocolatine la moitié sud. Je caricature, mais voilà. Ça fait la richesse de la langue aussi, et c'est dommage, ce serait dommage de tout standardiser à fond et de parler plus qu'en français pur. Parisien ou je sais pas quoi. Voilà. Et toi, Cécile? Bah, moi, je suis contente quand j'entends un nouveau mot et je trouve ça fascinant. Au début, on est choqué, justement, choc-barre. Et puis, en fait, l'oreille s'habitue et à force de l'entendre, on comprend dans quel contexte il faut l'utiliser. Puis un jour, on l'utilise. Et je trouve j'adore voir ce phénomène. Moi, le dernier mot que j'ai appris, c'était dinguerie. Et je me revois le premier jour, j'ai entendu c'est une dinguerie. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Enfin, ils peuvent pas dire c'est ouf. Parce que ça a remplacé ouf, en fait, d'une certaine manière. Et maintenant, j'adore le dire. Je me sens trop. Peut-être que c'est déjà fini chez les jeunes, mais je suis trop contente. Bah, on va en reparler dans un mini-épisode de dinguerie. Ah, ok. Non, mais c'est parfait. Parfait petit teaser, j'étais pas au courant. Donc voilà, j'ai hâte de savoir quel sera mon prochain mot à intégrer dans mon vocabulaire. Voilà. Et toi, Sybille? Bah, moi, mon rêve, alors oui, je suis d'accord que les différents niveaux de langage et tout, ça fait la richesse de la langue française, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse choisir une fois pour toutes entre le tu et le vous, pour qu'on arrête de se prendre la tête, de souffrir psychologiquement en se demandant je dis tu ou je dis vous, je sais plus, qu'est-ce qu'on s'était dit. Je signe, ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Ah, ça vous fait souffrir? Ah oui, moi ça me prend la tête vraiment. Enfin, souffrir, c'est un grand mot, mais j'aimerais bien qu'on dise tous tu ou tous vous, qu'on se décide un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le fait que ce problème existe est effectivement un peu agaçant au fond et n'aide pas finalement à la communication. Oui, parce qu'un truc qui arrive quand même à beaucoup de Français, c'est de faire une sorte de danse où l'on contourne la nécessité de dire tu et vous, et on se met à faire que des phrases indirectes. Ouais, complètement. La serviette est tombée par terre, plutôt que est-ce que tu peux ramasser la serviette? Enfin, je sais pas, c'est un mauvais exemple, mais plutôt que est-ce que tu peux me passer le sel? J'aurais besoin du sel. Mais non, on ne dit pas j'aurais besoin du sel, on dit est-ce que tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Sauf qu'on ne sait pas si on doit dire tu ou vous, donc on dit j'aurais besoin du sel. Voilà. Putain, c'est trop drôle. Toi, t'as jamais vécu ça? Jamais t'as fait un contournement de tu et de vous? Pas du tout. Incroyable. Parce que tout de suite, je vois si on dit tu ou vous. Moi, je dis tout de suite, dites-moi tu. Ah oui. Et souvent, la personne, très rapidement, elle me dit dis-moi tu et fini. Enfin... Oui, alors maintenant, j'ai appris en prenant confiance en moi à poser la question aussi, à dire est-ce qu'on se tutoie, à proposer en fait. Oui, mais étant plus jeune, je pense que c'est aussi quand on est jeune et qu'on n'ose pas poser la question, qu'on se sent pas légitime pour proposer de tutoyer. Mais même là... Bah, si t'es pas dans la situation où c'est toi qui peux proposer de tutoyer, tu vas plus faire cette danse du contournement, du tu et du vous. Ouais. Ah, c'est drôle. Mais même quand tu proposes de tutoyer, d'une certaine façon, tu imposes déjà presque la chose. L'autre peut ne pas se sentir libre de dire non. Ah, bien sûr. D'ailleurs, personne ne va jamais te dire non, parce que c'est presque un peu gênant. Si, mon papa. Oui, bon d'accord, mais une personne, allez, un Français a dit non un jour. Oui, mais ce qui peut mettre à l'aise, c'est-à-dire finalement, c'est aussi une convention de dire si on se l'est proposé, on va dire oui, donc c'est moins gênant. Parce que souvent, on sait dans quel contexte on peut dire dis-moi tu ou dis-moi vous.
Et c'est là que vous, si vous apprenez le français, vous avez une sorte de privilège. C'est que comme vous n'êtes pas censé savoir et maîtriser les codes, personne sera vexé que vous posiez la question. Est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous? Vous pouvez poser la question. Vrai. Ça sera vu peut-être plus comme le français n'est pas sa langue maternelle. Et hop, vous avez la solution, alors que nous, on est obligés d'être un peu gênés. On est censé savoir. Bon. En tout cas, pour vous aider un petit peu à mieux vous y retrouver, ce mois-ci sur Patreon, on vous proposera quelques exercices en rapport avec les différents niveaux de langue. Et je vous dis à bientôt dans French Baratin. À bientôt.